Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro sur btp.tv. Aujourd'hui, on va parler de la clause Molière. Et pour ce faire, j'accueille Jean-Michel Cabin, notre expert habituel. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel qui est directeur de la société Pythagore du groupe Technigriffe. Je ne me trompe pas? Tout à fait, tout est bon. Maître Gervaux, avocat Bonjour. en droit des affaires. Bonjour. Et Julien, notre journaliste que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi sur le Topo Info. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la clause Molière. Qu'est-ce que la clause Molière? C'est, vous savez, ce texte visant à obliger les ouvriers du BTP à parler français sur les chantiers liés au domaine des marchés publics. Donc c'est un sujet d'actualité puisqu'il y a eu un récent renouveau dans cette affaire Molière. C'est ça. Comme vous l'avez dit, Damien, le tribunal de Nantes vient de valider une clause Molière donc, dans le Pays de la Loire pour un chantier destiné au marché public. Cette clause Molière, elle a été donc validée par un tribunal administratif, ce qui fait qu'il y aura bien sûr des TPE, PME qui vont pouvoir se présenter pour ce marché public et que des TPE françaises. Alors ça pose certains problèmes. Les problèmes, c'est que par rapport à la directive européenne du travailleur détaché, c'est pas légal, sauf que la version officielle que présente le juge, c'est pour respecter les règles de sécurité. Donc c'est-à-dire que sur un chantier français, on doit comprendre les règles de sécurité qui sont écrites en français. C'est la base. Alors officieusement, comme on dit, c'est pour lutter contre le travail détaché. Donc c'est un peu ça le souci. Donc les préfets des régions sont pas du tout d'accord avec ça, trouvent ça illégal. Il y a eu une réunion interministérielle il y a quelques mois de cela pour dire que cette clause était illégale et qui ne devait pas être appliquée. Et le problème, c'est que là, elle a été appliquée par un président de région. Donc ça fait une sorte de guerre entre président de région et gouvernement. Vous m'arrêtez si je me trompe, je Oui. crois que sur cette clause, on a tendance à surfer sur un pied d'articles de loi liés à la clause Molière qui a été refusée. Oui, Et du coup, certains textes où justement on impose à traduire les textes liés à la prévention de sécurité sur les chantiers. oui. En fait, les présidents de région vont au-delà des prescriptions du Code du travail, parce que le Code du travail prévoit en effet que les travailleurs doivent respecter les règles de sécurité. Pour autant, il y a un article du Code du travail qui prévoit que les salariés qui n'ont pas vocation à s'installer étrangers ou de l'Union européenne, qui n'ont pas vocation à s'installer durablement en France, n'ont pas, la langue étrangère française ne leur est pas imposée. Donc les présidents de région vont au-delà et justement le problème derrière tout ça, c'est qu'on entend se placer contre la directive sur le détachement des travailleurs, ce qui est illégal. Alors avant d'embrayer directement sur le travail détaché, concernant la clause Molière, quel est votre avis, vous Jean-Michel, qui êtes acteur du terrain? Alors, la clause Molière, si on la prend telle qu'elle au premier juré, qu'on puisse parler français ou tout le moins se faire comprendre quand on est maître d'œuvre ou maître d'ouvrage sur un chantier en langue française, qui est la langue du pays, en soi, c'est une logique. Maintenant, que tout l'ensemble des compagnons parlent cette langue française, je pense que là, on va peut-être un peu trop loin par rapport aux besoins d'un chantier, à besoin de terrain. Donc je pense que c'est en train un petit peu, tout ça est en train un petit peu, les lignes sont en train de bouger pour se mettre en place. Donc si cette clause prend plus en plus de place dans les appels d'offres des régions, comment vous comptez faire? Ben, ça va d'abord être compliqué pour recruter nos collaborateurs et nos compagnons, parce que s'il faut tous qu'ils parlent français, pourquoi pas? Comment on juge qu'ils parlent français? Nous ne sommes pas, nous en tant qu'entrepreneurs, face à des écoliers, on est vraiment, comment va-t-on apprécier qu'ils parlent suffisamment le français? Donc ça va être un peu compliqué. Et puis on va avoir une raréfication de la main-d'œuvre. Et on parle de travail détaché, on parle de lutte contre le travail détaché. Donc des coûts horaires de nos compagnons, entre guillemets, qui descendent. Et là, on va être dans le phénomène inverse, quoi. Alors il y a une récente étude qui a été publiée par IFOP qui annonce que 80% des Français sont favorables à cette clause Molière, c'est ça? Alors c'est ça, ouais. Alors 80%, c'est un chiffre énorme. On peut le mitiger comme il n'y a eu que 1000 personnes, 1000 personnes qui ont été interrogées. Et après, les gens aussi ne se rendent pas trop compte qui sont ces travailleurs détachés et que c'est légal. La libre circulation des objets et des personnes, c'est l'Europe, c'est légal. Faire une clause Molière en France, ça peut être vu comme du nationalisme. Ça peut être vu comme de la discrimination. Et une discrimination, alors... Il y a même certains représentants qui l'annoncent clairement et qui disent haut et fort, je préfère donner une préférence nationale. Donc, Alors ça fait les affaires du Front National, bien sûr. Ouais.
Mais pas que. Mais pas que. Les Républicains sont à fond dedans. Le gouvernement veut essayer de la remanier, on va dire, ou de lutter contre ça. Et ça fait longtemps que le gouvernement, déjà sous Sarkozy, sous Hollande, essayait de lutter contre cette directive travailleurs détachés. On n'y arrive pas. Du coup, les présidents de région en ont un peu marre, en ont clairement ras-le-bol, et présentent une clause Molière. Pensez-vous, Maître Gervaux, que cette clause Molière va être appliquée dans le temps? On peut vraiment se poser une question quant à sa pérennité, puisque en premier lieu, elle est contraire tout simplement à la loi. Et que la décision du tribunal administratif de Nantes est une décision de première instance qui a un impact limité. Il va y avoir certainement un appel, enfin on attend l'appel du préfet, et ensuite ce sera déféré en Conseil d'État. Pourquoi on peut se poser une question quant à sa pérennité? D'une part parce qu'elle est contraire aux règles relatives au marché public. Lorsque vous faites un appel d'offres pour un marché public, vous devez apprécier les candidats de la même manière. Et l'appréciation si oui ou non telle ou telle entreprise est capable de fournir des travailleurs qui parlent uniquement le français, ça peut être un facteur discriminant qui aboutirait à la nullité du contrat conclu en vertu de cet appel d'offres. Donc premier point, c'est contraire au droit public. Et deuxième point, c'est contraire tout simplement au-delà du droit interne, c'est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à son article 18 qui dit qu'on ne peut pas faire de discrimination en fonction de la nationalité et on ne peut pas faire de discrimination en fonction de la langue. Oui, parce que si j'ai pour projet de répondre à certains appels d'offres sur les marchés publics, j'ai besoin de faire du recrutement. Là, du coup, si je veux recruter, et pour répondre à la clause Molière, je vais recruter exclusivement français, et là, on va m'accuser justement de faire de la discrimination à l'embauche. Il y a des règles, oui, il y a des règles nationales, mais au-delà de ça, supranationales, qui vont se heurter, donc auxquelles les clauses Molière qui sont prises au niveau des régions vont se heurter, parce qu'aussi il y a la loi, il y a la circulaire interministérielle qui est venue dire n'appliquez pas les clauses Molière. Ensuite, on a le droit des marchés publics. Ensuite, la CJCE qui va se saisir du problème. Et il est probable, selon les articles de presse, la doctrine, qu'on se saisisse d'une question, on fasse une question préjudicielle soit posée, c'est-à-dire qu'on va aller voir les instances européennes et leur demander quid de l'interprétation de la charte, des dispositions de la charte de l'Union européenne au niveau de cette clause Molière. Est-elle, contrevient-elle ou non au droit européen? Et alors, quelle répression va s'appliquer sur justement une société qui va prendre ce marché-là et qui doit normalement respecter cet engagement de clause Molière et qui finalement utilise des travailleurs détachés? Qu'est-ce qui va se passer en cas de contrôle sur un chantier? De toute façon, on ne va pas leur demander de démonter la construction. Donc, la question, c'est vont-ils être contrôlés sur ce sujet? Dans l'affaire de Nantes, ils avaient prévu dans le contrat, dans le régime d'appel d'offres, une sanction au cas où l'entreprise ne respectait pas, une sanction de 100 € par jour de carence constatée si, 100 € par jour si le français n'était pas appliqué sur le chantier. C'est énorme. Et justement, le juge administratif avait... le préfet qui a attaqué la décision devant le juge administratif avait considéré que c'était un régime de sanctions illégales. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de sanctions stricto sensu au non-respect de la clause Molière. Je pense qu'on va avoir surtout des marchés publics qui vont se trouver caducs. Parce que si quelqu'un n'est, je prends une entreprise comme la nôtre, on répond à un appel d'offres, on ne répond pas à la clause Molière et on nous oppose notre non-recevabilité de concourir puisqu'on n'est pas à la clause Molière, ça c'est clair que ça finira devant les tribunaux. Voilà. Puis Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, lui a mis en place une brigade de 5 agents qui contrôlent les chantiers, parce que lui a mis en place la clause Molière et il y tient vraiment. Lui ne fait pas part de sa motivation pour la sécurité ou les compréhensions des règles. Lui, c'est clairement pour lutter contre la directive travailleurs détachés, pour faire avancer les choses en Europe. Il veut que ça bouge. Il trouve que ça fait beaucoup trop de temps que ça ne bouge pas. Et on en parlait tout à l'heure, c'est un des seuls résistants en gros du groupe LR qui se met complètement en opposition avec le gouvernement. Il n'a pas peur d'aller au tribunal, il veut y aller. Et lui, c'est clair, les 5 agents, s'ils contrôlent un chantier où il y a des travailleurs détachés qui parlent pas français, c'est 5% du prix du chantier. Vous percevez ça comment, Jean-Michel? 5% en plus dans le marché? Je vais toujours sur le... Alors, on est dans le problème de verbiage peut-être aussi, mais quand on dit travailleurs détachés, attention à ce qu'on y met aussi derrière. Parce que ça peut être aussi une entreprise, et on a longtemps parlé de la peur du plombier polonais, mais il n'y a pas que le plombier polonais. Ça peut être tout bêtement une entreprise étrangère qui répond à un marché public français, donc européen, et qui là, elle, va venir avec ses travailleurs de chez elle, qui ne seront pas forcément des travailleurs détachés. C'est-à-dire, ce ne sera pas une entreprise française qui va avoir détaché du travail ou du personnel pour ces choses-là. Puis comme disait Jean-Michel, est-ce qu'il y a assez de main-d'œuvre en France pour si tous les chantiers deviennent 100% français?
Le travail détaché en France représente quoi, 350 000 personnes en France. Même on parle de 450 000. 450 000 pour 2016, 350 000 en 2015. Mm. C'est énorme, c'est pas possible. On ne peut pas trouver autant de main-d'œuvre ouvrière en France, surtout qu'en plus, on ne le dit pas, mais le travail détaché en France, les personnes viennent, travaillent souvent plus, dans des conditions moins bonnes. Il y a toujours plein de faits. Est-ce que les Français sont prêts à faire ces sacrifices? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, au risque de passer pour l'avocat du diable en quelque sorte, cette clause Molière, quand elle est proposée, il y a bien une raison, si ce n'est lutter contre le travail détaché. Quand on parle de la sécurité sur un chantier, donc vous parliez tout à l'heure, maître, qu'il fallait traduire voilà, tout ce qui est risque, prévention, etc. Mais il arrive quelque chose, un échafaudage vient à tomber, une toiture. On veut avertir cette personne, elle ne parle pas français. Donc comment on l'avertit? C'est quelqu'un de roumain, moi je ne sais pas prévenir un roumain de attention à ta tête. Je pense surtout que vous allez faire comme tout le monde, vous allez crier. Est-ce Et que ça, le c'est un roumain va langage vraiment... universel. Parce que Je vais mettre un peu un langage universel quand Parce même. que vous allez peut-être me contredire, mais sur un chantier, ça parle assez fort tout le temps quand même. Ouais, enfin là, je peux vous dire que si vous voyez l'échafaudage ou la toiture tomber, je pense que vous allez même crier encore plus fort. Donc, ok. Et je pense que cet c'est argument n'est pas malheureusement- recevable, c'est ça? Non, c'est surtout que malheureusement, parler français ou pas ne changera rien là sur ce sujet-là. Par contre, là où je vais un petit peu être l'avocat du milieu de cette clause, Que les avocats. moi je suis tout à fait pour On vous laisse qu'on la ait au parole, moins maître. quelqu'un Oui, qui, oui. sur les chantiers, parle français, qui est là en permanence, qui est un encadrant, qui est là, pour donner des directives qu'il reçoit en français. Pourquoi? Parce que nos amis architectes qui organisent ces chantiers, des contrôleurs, l'État, parce que l'État vient aussi contrôler nos chantiers, viennent et parlent en français. Donc que quelqu'un puisse donner des directives ou tout le moins des informations en français sur un chantier qui est là en permanence, je pense que l'idée est intéressante. Maintenant que l'ensemble des collaborateurs parlent ou compagnons parlent français, je pense qu'on va un petit peu trop loin. Voilà. Maître Gervaux, on vous a volé votre plaidoirie, je suis désolé. Je vous en veux pas, mais moi je dirais, si je veux me positionner, que peut-être que la clause Molière est un faux débat et cache uniquement la volonté de lutter contre le travail détaché. Pourquoi? Parce qu'après la circulaire interministérielle du 27 avril 2017, le 5 mai 2017 arrive un décret qui vient renforcer la lutte contre le travail détaché illégal et qui vient imposer à l'employeur, enfin, sur les chantiers, du moins, la présence du français, la présence de traduction aux travailleurs détachés des règles françaises. C'est le nouvel article D1263-21 du Code du travail. Donc en fait, le travailleur serait mis en mesure de comprendre les règles de sécurité et la clause Molière, ce qui permettrait, à mon sens, de trouver un compromis entre la clause Molière qui signifie pour certains discrimination et l'exigence de prévention et de sécurité. Alors en termes de compromis, il y a le président de la Fédération du bâtiment, M. Jacques Chanu, qui justement propose, lui, d'imposer à ces travailleurs détachés une légère formation pour apprendre les règles, enfin les mots simples et de base liés à leurs tâches à effectuer, pour pouvoir avoir un minimum de vocabulaire et pas être perdu, en plus de bien sûr tout ce qui est traduction. Qu'est-ce que vous pouvez Damien, en dire? on s'en va en Slovaquie, je vous donne 4 heures pour apprendre le slovaque, pour avoir quelques mots. Je suis un champion pour ça. Mais je pense que ça sert à rien. Non? Ok. Malheureusement, je pense que c'est pas... Alors, et après, quelques heures, c'est quoi? C'est 2 heures, c'est 5 heures, c'est 50 heures. Ça va être compliqué. Et n'y a-t-il pas déjà une obligation de formation sur les chantiers? Oui. Donc, La prévention et de la prévention et sécurité. Alors je rappelle quand même que dans l'aéronautique, notamment, Absolument. il y a justement cette clause Shakespeare Oui. qui existe, où là tout le monde est obligé de Parle en parler en anglais. Et ça n'a pas fait tant de problèmes que ça. Absolument. Donc je Et- pense que le problème est bien plus loin, c'est un petit peu ce que Julien nous disait en début d'émission. Voilà, il y a le côté officiel et le côté officieux. Et je pense que là on est vraiment dans l'officieux. Je pense que le parler français n'est qu'un Ouais. tout petit bout du problème. Et en plus, si on pousse la clause Molière à fond dans l'aéronautique, par exemple, à Toulouse, il y a une usine d'aéronautique. Si on impose aussi la clause Molière du coup pour les travailleurs anglais qui viennent travailler en France, alors qu'il y a la clause Shakespeare, comment on fait? Ouais, c'est ni queue ni tête, c'est pas possible. Enfin, Donc le c'est prochain rendez-vous, est-ce qu'on a des dates pour suivre cette actualité liée à Nantes? Est-ce qu'il y aura on attend que le retour, gouvernement on fasse attend. appel. Oui. Oui. Il va sûrement Préfet, faire appel. Le préfet, je pense. En qu'il va septembre? Ça ça va se être, sent. ça va être Oui, fait oui, sûrement.
Ensuite, il y a aussi d'autres moyens pour lutter contre le travail détaché, puisque là, on citait la clause Molière que c'était pour, mais la carte du BTP a été mise en place. Alors même si son application est encore apparemment Compliqué. compliquée. Compliqué. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui jouent le jeu. Je vais juste prendre un exemple. j'ai ouï dire. On a essayé, nous, au sein de notre groupe, de la mettre en place parce que ça peut être effectif. C'est vraiment, franchement, un bon outil pour le monde du BTP. On va s'arrêter juste sur un sujet qui est la photo qui va sur cette carte. En pensant qu'on donnait une photo type carte de passeport ou carte d'identité, c'était quand même quelque chose qui était suffisant. L'administration a trouvé encore un autre moyen ou veut un autre type de photo. On en est pour certains de nos collaborateurs à 3 ou 4 photos différentes que l'on soumet et qui sont refusées pour mettre sur ces cartes du BTP. Donc il faut peut-être là aussi simplifier peut-être le principe, tout du moins d'obtention. Surtout pour une photo qu'on peut quand même prendre, celle de la photo d'identité qui va sur un passeport, je pense que c'est quand même suffisant. Julien, quelle remontée vous avez eu d'informations sur la carte C'est pareil, hein, le site, alors quand ils l'ont mis en place, ça avait l'air très clair, très simple. Justement, il s'adressait aux artisans du BTP, donc à ceux qui n'ont pas l'habitude d'employer des objets informatiques ou de la technologie, etc. Mais il s'avère que Jean-Michel vient de le prouver, que c'est encore compliqué, qu'on doit encore simplifier les choses et que le gouvernement a du mal à simplifier les choses et à se mettre à la place des utilisateurs en fait. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Pour faire suite, du coup, dans l'actualité du BTP, on va parler du compte pénibilité. Donc, adopté en juin 2016, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, ces points vont pouvoir mener soit des départs anticipés à la retraite, soit des formations ou d'autres avantages. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Julien, sur ce compte pénibilité? Alors, le gouvernement Macron a pris le compte pénibilité en main pour essayer de le réformer parce que ça a été vivement critiqué. En effet, on a vu en juin 2017, c'était la date de remise des comptes pour 2016. Il y en a eu à peu près 900 000 qui ont été remis. Et en statistique, en chiffres, il y en a 3 millions de personnes qui auraient dû remettre un compte. Donc il y a plus de 2 millions de comptes, on ne sait pas où ils sont. Et les entrepreneurs ne les ont pas signés. Donc déjà, il y a eu un problème au niveau des règles. Ça a l'air d'être difficile à mettre en place parce que personne ne peut savoir combien d'heures il porte une charge lourde, combien de temps il peut passer sur un chantier à s'abaisser, combien de fois il s'abaisse par jour. Ça risque de créer beaucoup de problèmes, ça mettre, je suppose, parce que le salarié aujourd'hui, il ne s'en rend peut-être pas compte. Mais quand il va falloir trouver un moment à réclamer ses points, s'ils ne sont pas comptabilisés dès aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un risque justement pour l'entrepreneur qui ne se force pas à jouer le jeu tout de suite? Effectivement, si vous êtes salarié et que vous considérez que vous êtes éligible au dispositif du compte pénibilité en raison des tâches que vous effectuez, vous pouvez considérer que vous avez acquis tant de points depuis l'entrée en vigueur du dispositif. Donc je crois que c'est jusqu'à 4 à 8 points par an selon les tâches effectuées. Et vous pouvez prétendre, ainsi comme vous l'avez dit Damien, vous pouvez prétendre à une retraite anticipée ou une action de formation vers un métier moins pénible. Et enfin, dernier point, vous pouvez prétendre aussi à un passage à temps partiel et qui serait compensé, et le salaire manquant serait compensé par les points que vous avez acquis une fois que votre compte pénibilité serait soldé en quelque sorte. Donc oui, ça pose un problème, puisque vous pensez que vous avez acquis des droits à l'instant T, là, à un an après, et en fait, vous ne les avez pas acquis. Donc notamment les problèmes peuvent surgir en cas de maladie professionnelle ou de demande de reconversion professionnelle. Là, oui, effectivement, il va y avoir une difficulté, mais il semblerait que le dispositif soit très compliqué à mettre en œuvre. Et alors, le gouvernement Macron a voulu simplifier tout ça. Donc avant, il y avait 10 critères. Donc on va les citer rapidement. Alors ça avait commencé par 4. Tout allait bien, ça avait duré 6 mois, je crois. Ensuite, on en a rajouté 6. Et ça, c'était une promesse du gouvernement Hollande. 10. Hollande en a fait son cheval de bataille, comme on dit, parce que les ouvriers, la classe ouvrière, était très heureuse de pouvoir compter sur ce compte. Alors après, pour la mise en place, c'est autre chose. Et donc dans les critères, il y avait le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en horaire alternant, le travail en milieu hyperbare, les postures pénibles, la manutention manuelle de charge, le travail en contact de vibrations mécaniques, en contact d'agents chimiques, le travail en température extrême et le travail en milieu bruyant. Et le gouvernement Macron a simplifié en supprimant 4 critères, donc qui sont les risques chimiques, les vibrations mécaniques, le port manuel de charge et le travail pénible. Alors il faut se dire que c'est des critères qui concernent pratiquement uniquement le BTP. Donc pour les entrepreneurs du BTP, c'est génial. Alors après, il y a la CFDT, le CGT et toute la classe ouvrière
qui n'est pas du tout contente, pas satisfait du tout. Mais alors après, ils étaient aussi au courant que c'était très compliqué et très dur de pouvoir compter ces points, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, ils ont simplifié, mais ça n'engage rien, Alors, ça change rien en fait. Justement, pour renforcer cette complexité, Monsieur Cabin, je suis carreleur, je suis en train d'effectuer ma tâche, et juste à côté de moi, il y a un peintre qui est en train de faire son travail. Donc, moi, le carreleur, je coupe mon carrelage, je fais énormément de bruit. Est-ce que là, le peintre peut prétendre justement à demander des points pénibilité pour travailler dans le bruit? Et bien voilà, vous allez tomber sur la seule chose qui est intéressante, c'est comment je vais justifier qu'il fait du bruit. Et sur une longue période. Comment, on parlait tout à l'heure de manutention, comment je vais pouvoir juger que je passe plus, je crois que c'est 900 heures, les bras en l'air avec une charge, pour pouvoir avoir droit à ce compte pénibilité et à ce compte de points. Je pense que, moi, si je résumais un peu tout ça par rapport à nos compagnons en entreprise, il faut faire quelque chose pour nos compagnons. Je pense que c'est important. On a des compagnons qui ont des tâches répétitives, difficiles et lourdes pour leur santé. Donc il faut faire quelque chose. Maintenant, on est en train, je suis désolé du terme, mais de créer une usine à gaz qui sont détenus plus par des lobbyeurs auprès de nos gens d'État qu'autre chose. On a encore supprimé 4 critères de cette loi, comme le disait Julien. Pourquoi? C'était en plus les 4 applicables plus au BTP. Donc il y a toujours un adage qui dit à qui profite le crime. Pour faire plaisir, on dirait que c'était fait à la va-vite. Alors, au-delà on est dans une grande, je pense là, dans un grand flou artistique, dans une grande improvisation, mais malheureusement avec la santé de nos collaborateurs et de nos compagnons. Donc je pense qu'il faut que rapidement nos pouvoirs publics et, bien entendu, pourquoi pas, les syndicats patronaux et salariés se mettent autour d'une table et une fois pour toutes, arrêtent quelque chose. Si on a à l'heure d'aujourd'hui plus de 2 millions de comptes pénibilité qui n'ont pas été rendus, c'est parce qu'aujourd'hui les gens ne savent pas comment les rendre. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi mettre en place. On voit différents consultants et gens qui gravitent autour de ce compte pénibilité pour tous nous former et nous amener de l'information des entreprises qui sont tous contradictoires les unes avec les autres. Donc je pense qu'un jour, au-dessus de 3 ans, il va falloir laisser les mêmes critères, laisser les appliquer, laisser vivre, et puis essayer qu'au moins entrepreneurs, mais aussi collaborateurs, comprennent ce que c'est qu'un compte pénibilité. Ce n'est pas de l'argent monnaie sonnant et trébuchant, c'est à la fin de leur carrière une facilité, et ça c'est bien, bravo, c'est une facilité pour partir à la retraite, ou malheureusement quand il arrive une maladie professionnelle, des facilités d'accès, de traitement et de remplacement et d'arrêt de travail, ok, mais là on se base sur des choses, des critères et ce genre de choses qui n'ont d'intérêt que pour les lobbyeurs. Maître Gervaux, est-ce que vous avez traité beaucoup de sujets comme ça pour l'instant ou pas encore? Pour l'instant, on a relativement peu de... En qualité d'avocate salarié, j'ai rencontré peu de questions à cet égard. Les chefs d'entreprise en ont davantage, mais je rejoins un peu la position de M. Gabin, dans le sens où, avec ce qu'annonce le gouvernement dans sa lettre du moins du 8 juillet 2017 aux partenaires sociaux, le compte pénibilité serait... on peut se poser la question de savoir s'il ne serait pas dénaturé de son but et de sa substantifique moelle, puisque d'ailleurs il entend le rebaptiser le compte prévention, mais pour autant écarte 4 facteurs. Donc ces 4 facteurs sont écartés pour être tout à fait précise et non pas supprimés, c'est-à-dire que nous n'en tiendrions compte de ces facteurs, la manutention, les 3 autres... risques chimiques. Risques chimiques et tout. Ceux-ci n'entreraient dans le compte pénibilité, ne donneraient droit à des points, ou du moins un avantage, si je puis dire, auprès du salarié, que si celui-ci était constaté qu'à la fin de sa carrière, il était atteint d'une maladie professionnelle en rapport avec ces 4 facteurs qui sont mis de côté et non pas supprimés. Donc on n'est plus dans la prévention, donc on est sur les 10, mais pas tout le temps. Oui, mais on est sur le constat d'une maladie, on n'est plus dans la prévention pour moi, et c'est là qu'on peut se poser la question de ce que compte prévention n'a de prévention plus que son nom. Oui, ce que j'allais dire, parce que justement, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui commencent à laisser entendre que si ce compte continue à... Enfin, s'il n'est pas revu abrogé complètement, totalement, finalement, ils vont se dédouaner en disant
pourquoi je ferais de la prévention et je payerais finalement mes cotisations à l'OPP-BTP, que je mettrais toutes ces personnes en formation, etc. mensuellement, puisque de toute façon, je vais leur réattribuer un compte pénibilité sur lequel il ne faudrait pas qu'ils aillent vers ce terrain-là. Justement, je crois qu'en France, on commence à être de plus en plus bon et respectueux justement de la prévention sécurité. Je pense qu'il faudrait faire attention à ce que le compte pénibilité ne soit pas finalement qu'une simple amende qu'on paierait à la fin. À la fin d'un contrat de notre salarié. Un palliatif. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le pansement sur la jambe de bois. Comme vous dites, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, même qui connaissaient le compte pénibilité qu'on a pu mettre en place. Mais il s'avère que le gouvernement n'a pas vraiment suivi tous ces comptes. Et les amendes ou les sanctions sont très minimes. Il n'y a pas assez de contrôle sur les comptes. Du coup, les entrepreneurs préfèrent ne rien faire, quitte à risquer d'avoir une amende, mais une petite amende comparée au temps perdu et à la paperasse que ça ferait de mettre en place un compte pénibilité pour chaque collaborateur ou chaque compagnon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Tout le monde a pu donner son point de vue sur les différents sujets qu'on a évoqués. Donc la reprise se fera en septembre pour nous avec de nouvelles émissions. J'en profite pour informer tout le monde que nous serons sur Batimat avec une émission matinale avec la société Batiweb, un beau partenariat qu'a signé BTP TV et sur lequel j'invite tout le monde à nous suivre pendant ce salon. Sinon d'ici là, on se retrouve en septembre et puis n'oubliez pas, ça va bien se passer.